Bonjour à tous, donc bienvenue ici pour la troisième et dernière vidéo donc, de ce chapitre numéro 2 sur l'introduction aux fondations qui concerne votre livre sur les fondations. Alors toujours dans cette introduction aux fondations, on va voir ici maintenant la troisième vidéo qui va concerner les principes d'exécution des fondations. Alors ces principes, comme je vous ai dit, on est dans un chapitre, une thématique qui amène une notion d'introduction. C'est donné ici 4 principes généraux qui vont permettre la compréhension et l'assemblage de la fondation du point de vue structurel avec le sol sur lequel elle repose. Alors ici, le premier principe, c'est d'essayer de proportionner les surfaces de contact. Donc on va toujours essayer, en fonction de l'effort qu'on envoie au sol, de proportionner, en fonction de ce que le sol peut reprendre comme charge qu'on lui transmet, d'essayer de proportionner la largeur de la fondation, si elle est superficielle, en fonction de l'effort qu'on lui transmet. Tant que le sol est relativement porteur, on sait donner la largeur que l'on souhaite. Si à un moment donné le sol est vraiment pas du tout porteur, là il n'y a pas de choix. On va devoir passer par des fondations profondes et alors là chercher un sol de contact qui est plus résistant que le sol qui est directement en contact avec la fondation. Donc on va chercher un sol qui est un petit peu plus en profondeur et qui est plus résistant que celui qu'on a en contact direct avec la fondation. Alors, toujours respecter donc une résistance de sol plus importante que l'effort N qui provient de notre bâtiment, donc des murs, des planchers, de la toiture, des surcharges, de tout ce qui a trait au bâtiment, toujours avoir une résistance supérieure à notre effort N. Alors, le deuxième principe, c'est d'obtenir des tassements égaux. Alors souvent, les gens ont peur de voir leur maison descendre de 1 cm ou l'autre. C'est pas nécessairement dangereux en soi, tant que ça reste de manière uniforme. Tant que c'est toute la maison qui descend de 1 cm, 2 cm dans le sol, il n'y a pas de souci majeur à cela. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a une partie seulement du bâtiment qui s'enfonce dans le sol et pas l'autre. Là, c'est excessivement problématique parce que là, le plancher ne sait pas à un moment donné reprendre complètement ses instabilités et ses enfoncements qui sont ponctuels d'un côté et pas de l'autre. Alors un des cas majeurs qu'on rencontre ici donc en Belgique, c'est des sols qui sont des argiles gonflantes. Alors ces argiles gonflantes, le problème, c'est qu'elles vont avoir tendance en été, comme l'été qu'on a souvent ici en Belgique, où il y a une diminution des quantités de précipitations assez importantes, on va avoir en fait une argile qui va s'assécher. Et alors qui dit s'assécher dit en fait une perte au niveau de l'indice des vides et donc on va avoir un enfoncement de notre fondation. Et puis il va arriver les phénomènes d'automne et de printemps où on va avoir par exemple des quantités de pluie importantes et un phénomène de gonflement. Donc on va avoir les interstices entre les particules de sol qui vont être prises par l'eau. Donc on va avoir l'eau qui va venir se mettre entre les petites particules de sol et qui va avoir tendance à faire gonfler cette argile. Alors c'est une argile particulière qui est dénommée ici chez nous l'argile de Vals, ou l'argile ici, plutôt l'argile de Gulpen qu'on appelle ça. Alors je vous prends ici un exemple, donc on appelle cette argile, l'argile comme je dis, l'argile de Vals, ou mais vraiment très spécifiquement appelée la smectite de Herve. Alors je vous ai pris donc la carte de la région, donc dans l'est de la région liégeoise en Belgique, donc à l'est du pays. Et vous avez donc ici une carte où il y a la région donc, de Micheroux, qui est une région entre la région de Soumagne, qu'on peut voir ici, et la région de Fléron-Romsey, qui est ici, avec l'autoroute 40 qui provient donc de Liège-Bruxelles et qui va vers l'Allemagne, comme ceci. Alors si on fait un zoom sur cette région de Micheroux, on s'aperçoit qu'ici, il y a un lotissement qui a été créé déjà il y a quelques années, il y a plus de 45 ans, qui s'appelle les Queyeux. Et en fait, la particularité de ce lotissement, c'est qu'en fait, quand je fais un parallèle avec cette argile de Vals, ce sol qui est un sol gonflant, et que je vais sur le site de la région wallonne qui vous donne une cartographie complète des différents types de sols, on s'aperçoit ici, c'est peut-être pas fort lisible, mais je vais essayer de le décrire pour vous, qu'ici, en on va dire vert très clair, comme ceci, c'est là où passe en fait l'argile de Vals, dans sa grosse majorité.
Alors, vous pouvez avoir accès donc à cette cartographie de la région wallonne tout à fait gratuitement, il n'y a aucune restriction à cela. Et vous pouvez même aller plus loin dans la recherche si je vais moi spécifiquement dans la zone ici, Michroux-Soumagne sur les Cailleux, c'est ce que je vous ai entouré ici en bleu foncé, ben je peux avoir une légende encore plus marquée. Et c'est ce que je vois ici sur la carte géologique de Wallonie, comme vous le voyez ici au-dessus. Ben en fait, sur cette carte géologique de Wallonie, on voit en fait les initiales V, A, A. Ben en fait, c'est l'argile de Vals. Et on voit que toute cette bande en vert un peu plus pâle, ben, tout le lotissement quasi est construit sur de l'argile de Vals. Et c'est excessivement problématique parce que, comme ces maisons étaient construites il y a plus de 40 ans, certaines, voire 45 ans, ben, en fait, on n'avait pas du tout connaissance de ce phénomène de gonflement. Et donc, les fondations qui étaient des semelles filantes en dessous des murs, ben, ne supportaient pas et n'étaient pas suffisamment armées pour supporter ces variations en été et automne-hiver, ainsi que printemps, des différences de poussée du sol sur ces fondations. Et ça posait de grosses fissures au niveau des maisons, des habitations qui habitaient là. Alors une des solutions qui a été envisagée sur certaines de ces maisons, c'est par exemple d'imaginer un système de structure araignée au niveau des caves, tout en laissant la possibilité de laisser les gens vivre dans leur habitation avec du mobilier qui était présent avant et qui doit être toujours présent après le système de renfort. Alors ici, je vous ai pris l'exemple d'une maison qui a été renforcée. Donc cette maison, il faut savoir qu'elle a été renforcée au niveau périphérique par un système donc, de pieux en reprise en sous-œuvre, plus encore un système d'une structure métallique que je vais vous détailler ici, à l'intérieur même des caves, pour supporter le premier étage. Oui, enfin le rez-de-chaussée, puisqu'ici vous vous situez dans les caves. Alors cette structure, elle est composée comme ceci, on le voit clairement avec le système de sens de portée, on le voit les petites lignes d'éoudis qui portent d'un mur à l'autre. Alors on a ici des structures en rouge, donc la première structure métallique amène les efforts vers l'arrière, où on voit donc ici à l'arrière des caves deux colonnes en béton armé. Il y a la même chose dans ces deux poutrelles métalliques-ci vers l'avant qui amènent exactement la même chose, deux colonnes en béton armé, puisque la photo a été prise de la porte de garage. Donc il y aura deux colonnes en béton de chaque côté de la porte de garage. Et on revoit encore deux poutrelles, enfin une poutrelle qui amène en côté latéral deux jambes de force qui vont se reprendre sur un système de pieux. Alors on va s'attarder ici en premier lieu au niveau du détail technique au-dessus des colonnes. Alors comment est-ce qu'on va faire pour reprendre en fait ce système de gonflement? D'abord, si on étudie en détail le système de la colonne, c'est une colonne en béton armé qui a été adjointe au mur de cave et sur lequel on est venu placer un asselet. Alors, si on zoome maintenant sur le détail en lui-même, vous voyez le dessus de la colonne en béton armé qui a été adjointe donc ici au mur de cave. On y a placé un asselet et sur cet asselet, on est venu placer une plaque en acier de répartition. Ici, deux tiges filetées à écrou. Ici, pourquoi un tige fileté avec un filet à écrou? On a la poutrelle qui vient se répartir dessus et qui va donner un phénomène de liberté, un degré de liberté sur la possibilité ou non que toutes les fondations en dessous poussent sur la colonne vers le haut, et par contre en phénomène inverse, si on est dans un phénomène de retrait, que le sol descend, on va laisser le filetage donner un degré de liberté pour que l'ensemble de la colonne parte vers le bas. Donc vous voyez que ce degré de liberté, en fait, il a été créé comme ça, simplement. Pas trop compliqué, mais il fallait y penser. Alors si je regarde maintenant au niveau des jambes de force à gauche et à droite, qui sont les deux tubes qu'on voit à gauche et à droite, là en fait ces deux tubes viennent se placer, comme vous le voyez là-dessus, sur une plaque de répartition. Et en dessous de cette plaque de répartition, qu'est-ce qu'on voit? On va voir dans les photos qui arrivent après que c'est un pieu. En fait, c'est un micro-pieu qui a été créé en dessous et qui permet de reprendre cette jambe de force et qui traverse la couche de mauvais sol et qui va chercher en dessous une couche de sol portante. Alors si je regarde maintenant
à l'endroit où la photo a été prise au niveau de la porte de garage, ben, c'est le même système dimensionnel, c'est 2 colonnes en béton armé, et c'est les mêmes systèmes au niveau des degrés de liberté. Vous voyez, on a placé la poutrelle métallique au-dessus de la porte de garage, on est venu la placer sur la colonne en béton armé, l'acelet, la plaque en acier et les 2 tiges filetées qui laissent le degré de liberté pour faire monter ou descendre le sol. C'est ça ici qui a été envisagé dans le système. Alors voilà ici plus zoomé ici le système comme je vous ai montré avant. Et voilà en fait la tête de pieu ou une des têtes de pieu sur lesquelles repose notre colonne ici. Donc ça peut être aussi envisagé. Troisième principe, c'est de centrer les charges. Pourquoi est-ce que c'est important de centrer les charges? Parce qu'au mieux vous centrez les charges sur votre fondation, au mieux vous allez, comme vous le voyez ici, égaliser les pressions que vous envoyez sur le sol. Et donc c'est ça ici l'avantage de pouvoir centrer les charges puisqu'on va répartir entièrement la pression sur notre sol. Si on crée par contre une charge qui est excentrée par rapport au milieu de notre fondation, on va créer en fait un moment supplémentaire. Ce moment supplémentaire, forcément c'est l'effort qui est excentré d'une distance E, et ça va avoir tendance à créer quoi? Ça va avoir tendance à créer une sollicitation plus d'un côté de la semelle que de l'autre. Et on va avoir dans ce cas-là un diagramme de pression trapézoïdale. Alors ce qu'il faut faire attention si on ne sait pas recentrer la charge, si on est dans ce cas-là, il faut faire attention qu'on doit bien armer dans les deux sens, donc ça c'est dire on doit armer en inférieur et en supérieur à l'endroit où on risque un basculement et un soulèvement de notre semelle, on doit armer dans les deux sens notre fondation. Si je reviens sur ce que j'expliquais ici par rapport à l'argile de Valls, les solutions qu'on a envisagées là-dessus, il n'y en a pas 36 000. Il faut savoir que dans ces cas-là, on avait des maisons qui ont été construites il y a plus de 40 voire 45 ans, donc dans les années 60, 70 même. En fait, on n'avait pas la connaissance géologique de ces problèmes de soulèvement de sol. Et donc, pour éviter cette problématique, à l'heure actuelle, on a les connaissances, mais à l'époque, on n'avait pas nécessairement les connaissances. Si on doit construire sur des sols qui sont gonflants comme ceci, le conseil que moi je pourrais donner, c'est de 1, de faire une étude géotechnique poussée pour connaître où et à quelle profondeur on a l'argile de Valls, avec un carottage, avec un système d'essai au pénétromètre statique, voire dynamique, et de faire, si possible, un radier. Je sais bien que l'aspect financier est un petit peu plus conséquent sur un radier que sur une semelle filante, mais armer tout le bâtiment avec une nappe inférieure et une nappe supérieure d'acier va vous garantir normalement une stabilité structurelle du système. Sinon, c'est un système de pieux qu'on va mettre et qu'on va envisager avec un système de long green et reposer la maison dessus. Ça, c'est un des systèmes dessus. En centrant bien évidemment les charges, puisque on sera avec un système de pieux. Quatrième et dernier principe que l'on voit ici, c'est de répartir les charges au mieux en essayant de donner au bâtiment une ossature la plus réfléchie possible. Qu'est-ce que j'entends par une ossature réfléchie? C'est essayer de faire en sorte que les murs viennent à chaque fois sur des semelles qui sont, quand elles sont sollicitées, le plus large possible. Pas 4 mètres de largeur, mais que les murs sollicités soient soutenus par des semelles qui sont élargies et qui reprennent forcément les charges qu'on vient de lui mettre dessus. Bien envisager les armatures en acier, que ce soit au niveau du sens longitudinal le long des murs, dans les coins, bien faire un renfort pour éviter les poussées au vide dans les maçonneries et dans les fondations, et que ce soit pourquoi pas un chaînage vertical ou horizontal qui viendrait créer vraiment l'ossature qui est vraiment une ossature structurellement stable. Voilà, donc ici les 4 principes que j'aurais pu vous donner pour ici les introductions aux fondations.